le Québec est une société adolescente. Mm. On résume très bien là le problème de l'absence de père. On est adolescent. Avec Ottawa, on est adolescent, on geint, on grignote, on pleure, on proteste, etc. Mais alors, si on veut vraiment se séparer d'Ottawa, c'est pas en nous. Mais que votre, comme dit l'épître à Jacques, de Saint Jacques, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais c'est cette vie dans le peut-être. Ouais. Et on finasse, on le voit, puis on avance, on recule. François Legault, c'est le prototype. J'ai une question toute simple. Quelle est la condition de l'homme masculin, avec un H minuscule, au Québec? On parle de monsieur maintenant. On parle d'un monsieur, oui. Je dirais inexistante. Alors oui, l'analyse féministe qui dit que les avocats, jusqu'en les années 60-70, c'était des hommes, les prêtres sont des hommes, l'économie c'était des hommes, le football c'était des hommes, le hockey c'était des hommes. Évidemment oui, au sens formel oui. Les femmes étaient reléguées à un rôle, c'était pas toujours très drôle, hein. Mère de famille, religieuse, infirmière, enseignante, ou fille de rue, enfin c'était pas très 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 drôle. L'homme avait beaucoup plus de possibilités, notamment dans les hautes sphères. Droit de vote aussi. Donc, tout ça a puissamment nourri une idéologie féministe. Et il fallait que les choses sautent. Ça, je ne discute pas. C'est au niveau de la parole. C'est que l'homme québécois... Bon, c'est occidental, mais dans mon premier bouquin, je me suis vraiment attardé à la castration de l'homme québécois par l'Église, par l'anglais et par l'épouse, la reine du foyer. Je dis qu'il y avait un trio un peu infernal. Il y avait le prêtre, madame et monsieur. Monsieur travaillait à Shop, très souvent aliéné, un patron anglo, parlant très mauvais français, sachant à moitié la lecture. Madame était plus instruite en général. Et il y avait monsieur le curé qui perlait donc bien. Et puis, le curé faisait la messe. C'était un homme en robe, il était sensible, il était beau, puis ci, puis ça. Dieu sait que les prêtres d'ici étaient surinvestis par leur mère, qui trouvait ça merveilleux d'avoir un fils prêtre. À l'époque, c'était prestigieux. Le fils détrônait souvent le père. Le fils était cultivé, il allait au séminaire, il faisait du latin, imaginez un petit peu, alors que le père était à Shop ou à factory. Donc, vous avez... Peu à peu, l'homme s'est tu. L'homme québécois, en général, ne verbalise pas. Les femmes verbalisent infiniment plus. Ça ne veut pas dire qu'elles disent des choses plus intelligentes. Est-ce que l'homme québécois a déjà été loquace? Oh là là. Parce que vous avez dit « il s'est tu ». Oui. Je pense que la défaite n'a pas, ou la conquête, selon le point de vue, n'a pas aidé. Je crois que la Nouvelle-France, d'abord, on était plus conquérants, on était plus... Vous savez, quand un peuple est défait, mollement dans le cas du Canada français, hein, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de goulag, on n'est pas à Gaza ici, hein, c'est pas, on n'est pas, ou dans les camps de concentration, que sais-je, on n'est pas en Sibérie. Mais quand un peuple est défait, la première armée qui est défaite, c'est l'armée masculine. L'armée féminine qui reste à la maison... Ça s'attache au vainqueur, souvent. Et ça s'attache au vainqueur, très souvent. Mais c'est aussi l'armée... Regardez les Noirs américains. Je veux dire, à part le football, le jazz ou le basketball, ou la religion, le baptisme, les hommes noirs, ils finissaient en prison ou chauffeurs de taxi. La famille reposait sur, et encore maintenant, sur la mère, idem au Québec, avec l'aval du curé. Finalement, le curé était presque le mari idéal de madame. Le père l'engrossait puis apportait la paye quand il la buvait pas. Okay? Donc, tout ça, ça a donné des modèles paternels un petit peu bancals pour les fils. Quel est le rôle du père aujourd'hui? Aujourd'hui? Oui. Oh là là. Je pose la question en tant que jeune père. Mon enfant est en jeune âge, mais oui, en bas âge. On veut être grand frère plutôt que père, parce que le signifiant paternel est tellement difficile. Le père, c'est quoi? Enfin, c'est qui plutôt? La fonction du père est de séparer l'enfant de la mère graduellement. La mère porte l'enfant. La nature le veut comme ça. Hein? Et la culture va habiller cela de signifiant culturel. Mais le rôle du père, c'est que lui... il a très peu participé à la conception de l'enfant. Ça a duré quelques secondes, sans plus. Mais c'est lui qui, peu à peu, une fois l'enfant né, va montrer que
le monde ne se réduit pas à maman. Le monde, il y a maman, mais il y a aussi papa. Mais papa, c'est l'étranger. C'est inquiétant. La mère, c'est souvent l'amour, pur, si je peux dire. C'est l'amour pur et inconditionnel. Et la Vierge Marie rentre là-dedans et ça devient un petit peu compliqué. Mais le père, c'est le monde réel. C'est le monde réel, le père, et c'est le monde... C'est pas le monde idéal, c'est le monde réel, donc un peu décevant. Combien d'hommes ici, de prêtres notamment, ont vécu dans l'idéal déjà de leur mère, mais en plus tout l'idéal catholique rose bonbon du 19e siècle. On a eu un catholicisme pastel absolument étouffant, je veux dire, avec de très bonnes réalisations, je veux dire, les missions étrangères, on a fait beaucoup de bonnes choses aussi. Mais, je veux dire, pour le père, je veux dire, on avait un catholicisme bleu poudre, rose bonbon, joli, très moralisateur. Pour un homme, c'est pas... on préfère aller boire à la taverne, c'était plus amusant. Et puis on se retrouvait entre hommes en plus. Autrement, c'était une atmosphère absolument de dentelle, enfin de goupillon. Ouais, surtout à une époque où tout le monde était marié. Hein. Oui, ça permet un échappement de... Sauf que la parole paternelle était kidnappée, si vous voulez, par la parole sacerdotale. Mais on dirait que la parole paternelle n'est pas libérée aujourd'hui. Elle s'est tuée encore plus, j'ai l'impression. On parlait de verticalité tantôt, que le père peut représenter, mais je crois que le père québécois moyen, peut-être occidental dans son ensemble, aujourd'hui, abandonner toute verticalité lui-même. J'ai entendu souvent, pour en avoir discuté avec certains amis, dire que certains enfants ont deux mères, en voulant dire que le père joue le rôle de la mère sans le savoir. Parce que l'enfant, c'est l'amour. L'amour. Or, le père, c'est le tragique aussi. Le père, c'est le nom. Jacques Lacan avait ce mot extraordinaire, le nom du père, c'est le N-O-N, le N-O-M et le nom du père. Bon, c'est du Lacan, tout ça. Mais quand vous parlez du nom N-O-M, je crois que ça vaut la peine de parler... pas d'hérédité ici, mais de filiation, dans le sens où on passe notre nom à la prochaine génération. Et c'est une transcendance. Aujourd'hui, exactement, mais c'est un discours à peu près maintenant qui a disparu entièrement, dans le sens où plus personne ne dit « je dois avoir des enfants pour passer mon nom ». Tandis qu'à l'époque, c'était la norme. On voulait des enfants pour les liens du sang, pour préserver les liens du sang. Aujourd'hui, qui dirait ça? Je veux bien croire qu'à l'époque, transmettre le nom était important. Il y a eu beaucoup de carences affectives. Là, maintenant, les hommes rattrapent le temps perdu. OK. Mais ça veut pas dire qu'il faille embrasser le monde maternel à 100%. Je veux dire, que les hommes puissent pleurer, que les hommes puissent serrer leurs enfants dans les bras, que les hommes puissent les porter, leur donner le biberon, tout ça, je suis tout à fait d'accord. Mais au niveau de la fonction, c'est une autre histoire. Le rôle est interchangeable. L'homme peut changer les couches, l'homme peut laver le bébé, l'homme peut l'aimer, l'homme peut le bichonner, l'embrasser, etc. Oui, comme la mère, le père ou la mère. Mais la mère porte l'enfant, elle a un lien autrement plus fort avec l'enfant au début. L'homme doit trouver un autre lien. Or, ce lien n'est pas que physique, il est culturel, et il est spirituel, il est transcendantal. Je ne veux pas dire que les femmes sont condamnées à grouiller dans l'immanence. C'est pas ça. Mais je veux dire qu'il y a une fonction paternelle. Je suis l'autre de la mère. Notre invité d'aujourd'hui est Jean-Philippe Trottier. Bienvenue, Monsieur Trottier. Bonjour, Philippe. Comment allez-vous? Mal, et vous? Ah, très bien. C'est rare qu'on réponde mal, non? Mais... c'est ce que je fais tout le temps quand je rentre dans un magasin de chaussures. Comment ça va aujourd'hui? Mal. Et qu'est-ce qu'on vous répond? Ah, ben, on a des chaussures en vente. Ça me met mal à l'aise un peu quand quelqu'un nous dit mal, parce qu'on ne sait pas quoi dire. Hein. Mais ça commence ça embraye très bien sur une conversation. Oui, c'est vrai qu'une fois l'obstacle initial surmonté, le malaise initial, la conversation était... Oui, exactement, on se déconstipe, exactement. Jean-Philippe Trottier, avant de faire votre bio, j'ai lu quelque part, j'ai oublié la source, là, qu'on vous catégorisait comme étant un philosophe. Est-ce que le titre colle à la personne? Vous voyez-vous comme tel? Là? Pas du tout. On a dit que j'étais un philosophe naturel. Évidemment, je me pose des tas de questions, comme beaucoup de gens. Et puis,
le premier moment philosophique, c'est vraiment la question de Leibniz, pourquoi est-il quelque chose plutôt que rien. Platon parlait de l'étonnement philosophique. Alors évidemment, je ne tiens rien pour acquis, alors tout ce qui est idéologique encore moins. J'essaie de comprendre et d'interpréter le réel. Et quand on dit interpréter, il n'y a jamais une interprétation définitive. Il y a des fausses interprétations, il y en a qui s'approximent, si vous voulez, un peu plus à la vérité. Donc je regarde tout ça comme l'enfant à la cour de l'empereur de Chine, vous savez, ce conte de Andersen, les habits neufs de l'empereur de Chine ou un truc comme ça. Et l'enfant dit, l'empereur est nu, et tout le monde dit que non, tous les courtisans disent non, il est habillé. Donc voilà, c'est un peu ma posture. Alors oui, le philosophe est celui qui incarne peut-être le mieux ce genre d'interrogation perpétuelle dans la vie. Le philosophe aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui, professionnellement parlant, gagne sa vie à penser la société d'aujourd'hui? Ou est-ce que ça dépasse la simple pensée? J'imagine aussi qu'on sort du contexte académique pour permettre une réflexion, disons, à temps plein, si je peux dire. Évidemment, quand on est à l'université, on est payé, on a certainement certaines lignes à respecter. Je crois que la liberté entière de penser est davantage en dehors de l'université ou en dehors de l'institution, quelle qu'elle soit, du reste. Donc, à mon avis, le vrai penseur, je pense toujours à Spinoza, qui polissait des lentilles, je veux dire, qui a été exclu de sa communauté juive de Amsterdam. C'est quelqu'un qui, idéalement, a une job à côté, qui le sort de ses méandres intellectuels et qui, au sens le plus noble du terme, perd son temps. Il vit dans l'inutilité, parce que philosopher, ça ne sert absolument à rien, mais c'est essentiel. Or, l'essentiel est inutile. Très bien dit. Jean-Philippe Trottier, vous êtes diplômé de la Sorbonne en philosophie, parlant de philosophie, ainsi que de l'Université McGill et du Conservatoire de Montréal en musique. Journaliste et traducteur, vous êtes également chef d'antenne et animateur à Radio-VM pour les émissions Questions d'actualité où je suis chroniqueur. Permettez-moi de faire un peu d'autopromotion. Absolument. Et aussi en dialogue. Est-ce qu'on dit encore Radio Ville-Marie ou tout le monde dit maintenant Radio-VM? On a fait Radio-VM pour attirer davantage les jeunes et parce que beaucoup de Québécois, quand on dit catholique, haussent les épaules ou ont un frisson d'horreur, ce qui me semble une position. On peut comprendre dans les années 60, mais maintenant, il serait peut-être temps de sortir de notre adolescence perpétuelle et de revenir ou d'avoir un regard un peu plus critique, plus adulte, plus intelligent sur la religion, quitte à en prendre le meilleur aussi, parce qu'il y a beaucoup de bons là-dedans. Donc, on était Radio Ville-Marie, Montréal, donc consacré à la Vierge Marie. En VM, on a voulu rajeunir ça un petit peu, donner le côté un peu plus jazzy, un peu plus rajeuni. Ville-Marie, ça faisait peut-être un peu crouton, mais c'est pas moi qui ai présidé à ça. Moi, j'aime bien Radio Ville-Marie, mais je dis Radio VM parce qu'officiellement c'est ça le nom, mais souvent je dis Radio VM, Radio Ville-Marie. Parfait. Votre bibliographie compte de nombreux articles pour différentes plateformes, notamment l'Agora, Liberté, Argument, l'Action nationale, Le Verbe, et surtout, je dirais aussi 4 livres. Le grand mensonge du féminisme en 2007, chez Michel Brûlé. Ils vous ont valu des éloges interminables, je suis certain. Oui, et très privé d'ailleurs. Et très privé. Lettre au Fils, Libère, 2012. La profondeur divine de l'existence chez Mediapol en 2014. Et plus récemment, Les illusions dangereuses chez Artege en 2023. Artege qui est une maison française, je me trompe? C'est ça, oui, c'est ça. Pouvez-vous nous parler un peu de votre dernier ouvrage, Les illusions dangereuses? Alors, en fait, c'est cet éditeur qui m'avait approché parce qu'il lisait mes textes sur Internet et puis il m'a proposé, à partir d'un de mes textes, l'idolâtrie de la victime, d'écrire une réflexion plus étoffée là-dessus. Je dis oui, évidemment. Qu'un éditeur français vous approche, on ne dit pas je vais y réfléchir. On dit oui. Et on a signé le contrat et je me suis mis à l'écriture. Et puis, l'idée étant que nous vivons une époque de victimes. Tous les gens qui
victime réelle ou autoproclamée. Je ne dis pas que la victimisation est un fantasme pur et simple, il y a toujours un réel derrière, mais ça peut être récupéré par des clergés. Quand je dis clergés, ça peut être des intellectuels, des idéologues, des lobbyistes, enfin des gens comme ça, qui ont intérêt à avoir un peuple ou des damnés de la terre à défendre pour pouvoir eux-mêmes exister sur la place publique. Toutes les causes ont ses propres clergés parasitaires. Alors, je parle de l'idée de la victime et j'y vois une dégénérescence de l'idée chrétienne du Christ en croix. Alors, comme on vit dans une époque déchristianisée, ce que je dis, c'est que on a peut-être perdu le signifiant chrétien, on a perdu le vocabulaire, l'imagerie, toute la chorégraphie du christianisme. Le problème, c'est qu'en perdant le vocabulaire, on n'a pas perdu la chose. L'idée de la victime pure, immolée pour les péchés des autres, est une idée qui continue maintenant. Alors, on a dit ça du communisme, qui était une forme de christianisme laïque, sans au-delà. Donc, on allait avoir le paradis sur terre, c'est la société sans classe. Le bourgeois détenteur des moyens de production, c'est le péché originel. L'être aliéné, ou du moins le Christ en croix, c'est le prolétariat aliéné mur à mur. L'agneau pascal, le sauveur de l'humanité, c'était le prolétariat également, dont Marx disait que, étant rien, il était appelé à devenir tout. La lutte des classes, c'est un peu l'Armageddon. Donc et je prends un autre exemple, c'est le féminisme essentialiste, qui m'a valu encore une fois une pluie d'éloges acides, n'est-ce pas, sur mes propos, parce qu'évidemment au Québec, parler contre le féminisme de façon critique, je ne suis pas contre, mais parler de façon critique du féminisme essentialiste, et je le précise bien dans mon bouquin. Que vous définissez de quelle façon? Essentialiste veut dire essence. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une essence de la victime, c'est-à-dire la femme aliénée, mur à mur, et qui n'a rien, qui est dépossédée, absente de dictionnaire, absente de la vie publique, absente de l'histoire, absente des guerres, absente des découvertes scientifiques, enfin que sais-je, absente de l'économie, absente des lois. Mais si je peux me permettre, l'essence féminine, comment dire, semble référer aussi à une espèce de nature, j'ai envie de dire, des traits de caractère spécifiques à la femme, où le féminisme contemporain va associer à Gaïa, par exemple, la mère nature. Il y a une espèce de j'ai envie de dire, l'équivalent du bon sauvage, mais pour la gente féminine, où on idéalise la femme qui serait la déesse mère. La déesse mère, exactement. La porteuse de vie. Et exact. Tout ça est enraciné dans une réalité. J'ai pas d'utérus, je ne peux pas donner naissance. Tout à fait. C'est un fait incontournable. Donc déjà, l'égalité, de ce côté-là, on repassera. Mais je parle davantage de la victimisation liée à l'histoire. Et non pas d'une récupération écologisto-féministe, qui a quand même des bonnes réflexions à cet égard. Je veux dire, tout n'est pas... C'est réducteur. Non, oui, absolument. Pour la femme. Absolument, c'est réducteur. Ouais. Et alors... Essentialiste veut dire quoi? C'est qu'une essence, si vous lisez Platon, les essences sont dans les transcendantaux. Les essences ne participent pas à l'histoire, si ce n'est que par procuration ou par image, si vous voulez. Il y a l'image éternelle de la table, l'image du studio d'enregistrement, l'image de la tasse de thé, enfin l'image du carré, enfin bref. Et ces images-là sont immuables. La table, elle peut évoluer selon les styles, les époques, les cultures, etc. Mais il y a l'image de la table qui, elle, est immuable. Or, une essence qui ne bouge pas. Si vous avez une essence de victime, vous aurez beau tout réparer, vous aurez beau vous excuser, ramper, assumer la culpabilité cosmique, ça ne suffira pas. Parce qu'on est coincé dans cette essence-là. C'est dans ce sens que je critique le féminisme essentialiste, pas le féminisme, et encore moins les femmes. Donc, ils emprisonnent les femmes dans ce statut de victime perpétuelle. Et emprisonnent les hommes dans une culpabilité à l'avenant. Est-ce qu'on peut en sortir? En la critiquant. Et critiquant ne veut pas dire taper dessus, c'est juste critiquer, krinein en grec, qui veut dire discerner. Dire, oui, il y a du bon là. Comment vous dire? Une idéologie victimaire, le communisme et le féminisme essentialiste ne sont pas que les deux, il y en a plein d'autres. Comment vous dire? Partent de constats avérés. Il fallait que le féminisme arrive. Il fallait que le communisme arrive. Il fallait qu'il y ait une décolonisation. Ces choses-là ne sortent pas de la tête d'un fou ou d'une folle. Le problème, c'est qu'une idéologie, peu à peu, se sépare d'un réel et au lieu de
d'être issu d'un réel problématique, gonfle, et finit par se substituer à ce réel et finit par secréter son propre réel, si bien que le réel fantasmé, imaginé, idéologisé se sépare radicalement du réel tangible. Et l'élastique, tôt ou tard, il s'étire, et tombe à la cruche à l'eau, comme disait La Fontaine, tombe à la cruche à l'eau qu'elle se casse. Est-ce que ce remplacement de la réalité était inévitable, inéluctable pour le féminisme en premier lieu, mais j'étendrai à toutes les idéologies, principalement du 19e et du 20e siècle? Pas nécessairement. C'est le propre de l'esprit humain. Je veux dire, Jean Calvin au XVIe siècle, parlait de l'esprit humain comme une usine à fabriquer des images ou des idées, je ne sais pas trop quoi, et à fabriquer des idoles surtout. Et le but de mon bouquin, Les illusions dangereuses, c'est que la victimisation est une forme moderne d'idolâtrie. Or, l'homme, l'être humain, n'est-ce pas, est idolâtre par essence. On appelle ça le péché originel en langage chrétien. Il y a plusieurs critiques des idéologies, disons, postmodernes, mais la vôtre, vous venez de mentionner, est unique dans ce sens, non seulement parce qu'elle établit un parallèle avec le christianisme, mais surtout l'idolâtrie, oui, qui semble être un peu l'angle mort, je dirais, la critique qui se fait du postmodernisme, donc oui, les idéologies essentialistes que vous avez mentionnées. Oui. L'idolâtrie aujourd'hui, je crois, je m'avance ici, reste un terme, un concept, même des idées qui sont très peu comprises par le public en général. Pouvez-vous nous parler un peu de l'idolâtrie? Oui. Comment vous l'interprétez? Comment vous l'utilisez pour interpréter, comme je dis, les idéologies postmodernes? D'abord, avant de vous répondre, notre culture chrétienne, si tant est qu'on n'en ait vraiment eu ici, je veux dire, l'Église catholique a présidé au destin de ce peuple en s'occupant d'éducation, de santé. Il fallait que l'Église soit là. Je veux dire, sans l'Église, on ne serait même plus là pour en parler. Le problème, c'est que la culture chrétienne a rarement été très développée ici. Et en Occident, en général, elle s'est complètement évaporée. Donc le mot « idole » appartient au vocabulaire religieux, notamment au judaïsme. Le grand ennemi du judaïsme, c'est le paganisme et l'idolâtrie. Ça, c'est le grand truc, et de l'islam aussi. Hein. Le veau d'or. Le veau d'or, absolument. Alors, on est idolâtre parce qu'on adore une idole. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole a l'air d'un dieu, mais ce n'est pas une créature divine, elle ne découle pas d'un vouloir divin, c'est une créature humaine. C'est pour ça que je parlais de cette phrase de Jean Calvin. L'esprit humain est une usine à fabriquer des idoles. Et donc, une idole, c'est quoi? C'est une magnification, en bien ou en mal, de ce que je porte en moi. En termes freudiens, on dirait, en psychanalyse, je projette. Alors, je suis beau, grand, fort, riche, fécond, ultra-viril, intelligent, humble, enfin, je suis le chevalier blanc. Et donc, je porte ça en moi, je suis incapable vraiment de l'assumer. Donc, je vais me créer une statuette que je vais adorer. Je me prosterne devant une idole. Or, je me prosterne devant moi-même. On est notre propre idole aujourd'hui. Comment? On est notre propre idole aujourd'hui. Absolument. L'altérité aujourd'hui, elle est drôlement, avachie ou écornée. Drôlement. Quoique, bon, le solipsisme, le retour sur soi, l'adoration de soi, le narcissisme, et j'en parle dans mon bouquin, est une tendance à l'homme depuis longtemps. Qui date, oui, tout à fait. Oui. Commençons avec le début, oui, donc de votre vie. Commençons avec l'enfance. Malheureuse. Malheureuse. Heureuse et malheureuse, comme toute enfance. Ce que j'en sais, c'est que vous étiez fils de diplomate. C'est ça, voilà. Donc, privilégié au point de vue matériel, au point de vue culturel. Chez nous, la culture était une chose absolument extraordinaire. Alors, à table, on était dans les extrêmes. On parlait de Platon, de Shakespeare, de Mozart, de Goethe. Ça, c'était une pâture quotidienne. Et pour souffler un peu, c'était les blagues les plus dégueulasses. Alors, pipi caca, c'était vraiment les trucs d'enculade. Enfin, on était... Alors, des amis qui venaient nous voir ne comprenaient pas. On était à l'aise aussi bien dans le graveleux que dans le céleste. Alors, Béatrice, dans la Divine Comédie de Dante, on en parlait librement, mais comment parler d'autre chose, de fange?
Et pour nous, c'était absolument... c'était une façon d'être que j'aimais bien du reste et que j'ai quand même assez gardé. J'aime bien une pensée raffinée, circonstanciée, assez comment dirais-je, ciselée. Mais je n'aime pas rester dans le côté intello, dans le côté... C'est pour ça que quand vous dites est-ce que je suis philosophe, bouffe. J'ai aucune envie d'être enfermé dans ce truc-là. J'étouffe. J'étouffe. Est-ce que, comment dire, vous avez souffert, je ne sais pas si le mot souffrir est peut-être trop fort, mais est-ce que vous avez décrit quand même un style de vie très bourgeois? Absolument. Je le comparerais à, comment dire, ma propre enfance dans la Maisonneuve qui était exactement l'inverse. Mm-hmm. Et vous me poseriez la question, est-ce que j'en ai souffert? Je vous dirais la première chose, j'en ai souffert financièrement. Oui. Socio-économiquement. Oui, tout à fait. Mais ce que j'ai découvert avec le temps, avec les années, en grandissant, en acquérant une certaine maturité, c'est qu'il y a une certaine souffrance. Encore une fois, le mot est peut-être fort, mais n'empêche peut-être un malaise. Un mal-être. Un mal-être, exactement, de personnes qui ont, en termes de confort matériel et financier, ont tout eu, ou du moins sont nés dans la ouate, comme on dit. Et ce malaise, comme vous avez dit, est difficile à comprendre pour quelqu'un qui a vécu la misère financière. Absolument. Et c'est pour ça que j'ai été assez discret là-dessus. Moi, j'ai fait une longue psychanalyse. Est-ce que c'est un poids, excusez, je vous coupe la parole, mais est-ce que c'est un poids moral avec le temps? Ou est-ce que c'est plutôt... Parce que vous décrivez l'accès à la culture, en gros. Ce que pas tout le monde a eu. Quand la culture à laquelle vous avez accès est un tremplin, à mon avis. C'est un tremplin, sauf qu'il faut... il n'y a pas que la planche. Il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait un ressort. Ouais. Alors, j'avais la planche, mais je n'avais pas le ressort. Or, le ressort, il est affectif. Le ressort, il est dans la racine. Alors, vous vivez dans un musée. C'est comme si vous grandissiez dans le Louvre, au Louvre ou au Musée des Beaux-Arts de Montréal, si vous voulez. Alors oui, on côtoie Velázquez tous les jours, c'est Goya, c'est normal, si vous voulez. Le problème, c'est les racines. Or, un enfant, il se fiche pas mal de Rembrandt. Il veut jouer avec ses copains dans la ruelle. Un enfant se fiche pas mal de manger des huîtres, du foie gras ou boire du champagne. Il veut du lait. Moi, je me souviens à mes anniversaires tout petits, ma mère me disait « Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?» Je lui disais « Des spaghettis. » Le reste du temps, c'était du veau maringot, de la blanquette de veau, de l'agneau à la provençale, du civet. Enfin, c'était merveilleux. Et je ne regrette pas du tout. C'est une ressource que je garde précieusement. La culture m'a donné des symboles aussi pour ensuite pouvoir me raccrocher et accrocher mon petit wagon à la longue suite de l'humanité, si vous voulez. Mais là où le bas a blessé, c'était au niveau des racines. Mon père avait des mandats dans un pays, puis dans un autre, etc., comme tout diplomate. Ça durait 2-3 ans, ou 4 ans quelquefois. Donc, on fait des racines, et puis on les arrache tout de suite après, puis il faut refaire des racines, tant et si bien qu'on apprend qu'il ne faut pas faire de racines. Et donc, moi, je suis resté un peu comme une île solitaire, supérieure, comme j'étais premier de classe tout le temps. Et donc, je surplombais cette pauvre humanité claudicante en crevant de solitude. C'est un danger. C'est un danger, absolument. Et dans la vingtaine, je me suis installé à Montréal et ça a été la descente aux enfers. Ah oui? Ah, absolument. J'avais une frondaison comme un chêne, comment dirais-je, splendide, et une racine de pissenlit. Au moindre coup de vent, pouf, le chêne splendide s'abattait, personne ne comprenait. Comme personne ne comprenait, je me prenais pour un monstre encore plus. Et donc il a fallu défaire, se restructurer. C'était très long, ça. C'était très, très long, très souffrant, très... Et puis c'est un apprentissage de la liberté. Je veux dire, maintenant, à mon âge, je suis finalement content de tout cela. Aujourd'hui? Oui, les bilans que l'on fait sur son passé, comme c'est un truisme que je vous dis, mais un bilan, lundi, j'ai raté ma vie, mardi, c'est pas si mal que ça, mercredi, merde, j'ai de bons amis, jeudi, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va bien, oui, vendredi, oh mon Dieu, quel pauvre con je suis absolument... Ma vie ne vaut rien du tout, je me saoulais la gueule, je me suis suicidé, samedi, tiens, il y a un croissant sur la table. Les bilans, les cercles concentriques des bilans, en échangeant, C'est pour ça que j'aime la philosophie, surtout la philosophie grecque, Épicure par exemple, ou Marc Aurèle, parce que ça vous apprend à maîtriser votre monde intérieur. Le bonheur et le malheur sont des données objectives, mais fortement subjectives également. Épictète disait un truc très juste, un stoïcien, un événement c'est comme une amphore. Il y a deux anses, lance positive, lance négative.
Lao Tzu disait la même chose dans un autre contexte. Ah oui, Lao Tzu, le penseur chinois. Oui, absolument. Qui aurait, paraît-il, pas existé. Mais enfin, c'est le fondateur, il y a 2500 ans, du taoïsme. Un bien qui vous tombe dessus vous ravit, mais ce bien renferme un mal qui lui vous accable. Mais ce mal, si vous attendez encore un petit peu plus longtemps, renferme un autre bien qui renferme un mal. La vie est mouvement perpétuel. Or, dans nos sociétés, on a oublié cette idée de la fluidité du mouvement. C'est les cycles de la vie, je dirais. Là, c'est un truisme, comme vous avez dit. Ça fait un peu le roi lion, là, quand j'ai dit ça, là, les cycles de la vie, mais je comprends ce que vous voulez dire. Surtout qu'on commence à faire des bilans sur le court terme, moyen terme et le long terme. Vous l'avez dit, du lundi au vendredi, notre perspective sur la vie peut changer drastiquement. Et comment? Et ensuite, on regarde sur les années et on se rend compte qu'il y a des périodes qui étaient beaucoup plus, à mon avis, du moins homogènes qu'on le croyait. Même si au jour le jour ne semble pas du tout être la même, en fait, on était dans le même état d'esprit. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu des événements qui étaient marqueurs, mais qui se sont révélés des années plus tard comme étant marqueurs. Absolument. Ce que vous décrivez là, Philippe, c'est aussi le terme grec aorasie. A privatif orasie. Orasis veut dire vision, privation de la vue. Ça veut dire quoi? C'est qu'on ne peut pas voir le bonheur. Déjà dans la Bible, on ne peut pas voir Dieu face à face, sinon on claque. Okay? Et on ne peut pas voir le bonheur au moment où il se produit. Vous aimez quelqu'un d'un amour fou, vous ne le savez pas. Le moment où vous vous dites « j'aime », il y a déjà « je ». Le moi intervient, le moi refroidit, le moi introduit un concept, une phrase, enfin bref, un signifiant. Jésus dit fort justement que ta main gauche ignore ce que ta main droite fait. N'aie pas trop conscience de ta charité, de ton amour, tu vas t'enorgueillir de ça, évidemment. Donc, même chose pour le bonheur. Il y a, c'est dans l'Énéide, je crois que c'est Anchise, le père d'Énée, qui couche avec Vénus. Et donc, Énée est le fils de Vénus et d'Anchise. Il couche avec Vénus, mais il ne sait pas que c'est Vénus. Il voit une très belle femme. Et ce n'est que au moment où Vénus quitte la couche nuptiale, s'en va, il la voit de dos et il dit « Et vera incesu patuit dea ». C'est à sa démarche de déesse que Anchise a vraiment compris que c'était une déesse. Après coup. Oui, exactement. Le disciple d'Emmaüs, dans Saint-Luc, c'est la même chose. Il y a un étranger. Alors, Jésus est mort, crucifié. Ses disciples sont déprimés comme tout. Ils ont foiré complètement. Et puis, c'est le vendredi soir, je pense, oui. Et puis, il y a Cléophas et son copain. Et puis, ils se baladent. Et puis, ils sont tout tristes. Arrive un inconnu. Qui êtes-vous? Il raconte les histoires. Ah bon? Et il leur explique un peu les Écritures. Sauf que les disciples sont un peu gourds. Ils ne comprennent pas très bien. Et puis, il lui dit, viens manger avec nous, on va à l'auberge. Très bien, il dit, je viens avec vous, etc. Et au moment, ils sont à table et l'étranger prend le pain, le bénit, le rompt et le leur donne. À ce moment-là, ces deux disciples d'Emmaüs ouvrent leurs yeux, ils voient que c'est Jésus. Dès qu'ils le voient, Jésus a disparu. Autrement dit, c'est que quand vous voyez la vérité, quand vous voyez l'amour, quand vous voyez le bonheur et peut-être même le malheur, face à face, ce n'est plus le malheur, ni l'amour, ni la vérité, ni Jésus. Les bouddhistes disent la même chose. Si tu vois le Bouddha, tue-le. Parce que si tu le vois, c'est que ce n'est pas lui. Oui. La vérité, c'est exactement ça. Nous sommes des nomades, nous sommes à la recherche d'eux et nos interprétations de notre passé sont également des interprétations modifiables, comme toute interprétation. C'est ça le génie du judaïsme, du reste. Oui, ça fait, je dirais un peu la psychologie humaine aussi. Oh oui, qu'on reflète sur notre propre vie ou la vie des autres, ou même notre vie collective. On se rappelle de ce dont on veut bien se rappeler souvent, de la façon dont on veut s'en rappeler aussi. Mais en fait, si vous me permettez un petit à côté, vous utilisez beaucoup de métaphores, ou du moins d'exemples, ou d'histoires. Vous citez la Bible, là-dessus, la mythologie grecque. Et est-ce que ça vous... Comment dire... Est-ce que certaines personnes vous en veulent quand vous utilisez ce genre d'exemple, parce que ça démontre quand même un niveau de culture extrêmement élevé, rarifié, je dirais, où il y a peu de gens qui vont avoir les mêmes références culturelles que vous. Je pose la question parce que ça m'est arrivé, j'aurais pas eu les mêmes références que vous venez de mentionner, mais ça m'est arrivé d'utiliser des références historiques, culturelles qui étaient, disons, peu connues, ou du moins les personnes avec qui j'en parlais ne connaissaient pas. Et c'est pas qu'on me l'a reproché, mais... on m'a fait savoir que
c'était presque, comment dire, la masturbation intellectuelle. On disait, mais pourquoi tu dis ça? En fait, tu aurais pu le dire de façon plus simple, tu aurais pu simplement aller directement au point au lieu de passer par une histoire, une histoire qui vient de certains écrits d'une certaine époque qu'on connaît moins, par exemple. Basé sur les conversations qu'on a eues, donc ici ou ailleurs, vous êtes très fort dans la métaphore, dans l'exemple. Donc, ma question, je la reformule si je peux. Est-ce qu'on me l'a déjà reproché de 1? Et de 2, comment dire, est-ce que ça aliène pas certaines personnes qui pourraient se sentir inférieures face à un intellect comme le vôtre? Oui et non. Tout dépend de l'esprit avec lequel vous faites étalage de votre culture. Il y a beaucoup de gens qui pètent plus haut que le cul, et malheureusement, elles ont de quoi? Elles ont la capacité de le faire. L'essentiel, c'est d'être naturel, d'une part, et de l'autre, c'est de savoir à qui on s'adresse. Si je vais dans un bar du fin fond de l'Est, je ne vais pas parler de Tirésias et de Narcisse et de je ne sais pas trop quoi. J'en parlerai, mais de façon tangente, ça a déjà été dit dans l'Antiquité. Alors là, je généraliserai énormément, parce que je sais que les gens se ferment comme des huîtres. Mm-hmm. Mais même des intellectuels, ici des universitaires, je veux dire, Mais au bout d'un certain temps, alors on s'adapte à l'auditoire, ça c'est sûr, mais j'essaye, tout dépend du contexte, mais j'essaye de faire en sorte que j'ai dans mon carquois certaines flèches. Je serais idiot et irresponsable de mettre tout ça sous le boisseau pour me faire accepter. Alors ça, je m'en fiche éperdument. C'est-à-dire que si je porte quelque chose en moi, je le dis, mais je ne le dis pas comme... on dit en anglais, I don't speak at people, I speak to people. C'est-à-dire que je ne parle pas devant quelqu'un, mais je parle à quelqu'un. Et ma plus grande joie, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois au Québec, c'est d'avoir des gens qu'on dirait niaiseux, qui ne sont pas du tout, mais qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue moi. OK? Ça, j'en ai conscience. Et c'est pas une raison pour les priver de certains trucs universalisables. Donc, je leur parle, je leur dis... Une fois, j'avais une femme, une naturopathe de la baie des Chaleurs qui me parlait. Bon. Puis elle me racontait ce qu'elle aimait, etc. Bon. Puis après, je lui dis, vous savez, ce que vous avez dit, ça a déjà été dit par un philosophe, Marc Aurèle. Ça vous dit quelque chose? Non. Alors, c'est un empereur romain. Oh. Un empereur a dit ce que j'ai dit, imaginez un peu. Et puis, c'est un stoïcien. Hein? Un stoïcien, c'est-à-dire que, je raconte un peu le stoïcisme, etc. Voilà, il a écrit des pensées, parce qu'il faisait beaucoup de la guerre. Et puis, le soir, il était un peu fatigué. Sur le coin d'une table, il mettait une pensée comme ça. Alors, c'est assez bouddhisant un petit peu. Alors, comme elle était un peu bouddhisante aussi, alors on commence je trouve une amorce ou une accroche, si vous voulez. Et finalement, elle a voulu lire Marc Aurèle. On continue le blabla. Et puis, là, ce que vous dites, madame, c'est Platon. Vous connaissez Platon, hein? Alors, Platon, platonique, non, je parle un petit peu. Et finalement, l'essentiel, c'est pas qu'elle ait appris qui était Platon ou Marc Aurèle, mais qu'elle se soit rendue, qu'elle ait pris conscience qu'elle était digne de pouvoir accéder à ce monde-là aussi. J'ai eu le même problème avec le rapport au corps. Exactement le même problème que d'autres avec le rapport à la culture. Moi, j'avais un corps congelé. Congelé, il fonctionnait, j'étais en santé. Ouais. Mais faire du sport, l'image de mon corps était absolument nulle. Et donc, tout ce qui était affaire de corps, d'esthétique, d'apparence, d'exubérance ou d'exhibitionnisme à la limite, était complètement proscrit. Je n'étais pas digne d'eux, c'était pas bon. C'est complexe. Complètement. Mais complètement, c'était enterré. Donc, je comprends... Alors, je transpose. Beaucoup de gens n'ont pas eu la chance d'aller dans des écoles chics ou d'avoir pris des cours de philosophie ou des cours de musique classique ou des cours de je ne sais pas trop quoi. Et donc, eux en viennent à penser qu'ils ne sont pas faits pour ça. Ils sont nés pour un petit pain, non seulement financier, mais intellectuel et culturel. Alors, décrasser ça... C'est très québécois. Absolument, mais décrasser ça chez moi pour le corps,
c'est la même chose que décrasser ça pour la culture, pour d'autres gens. Donc, en ce sens-là, j'ai un avantage par rapport à d'autres côté culture. Côté corps, c'est pas vraiment la même chose. Et quand j'ai compris ça, j'ai fait un gros ouf. Ah, je suis comme beaucoup d'autres gens, mais avec ma propre coloration. L'humilité de soi mène à la dignité de l'autre, parfois. Absolument, j'ai l'impression. Ça, je crois. L'humilité, pas l'humiliation. Non, tout à fait différent. Oui. Si vous me permettez, je vais passer à votre catholicisme qui est présent partout dans vos écrits, qui est incontournable, à mon avis. Et j'écoutais un entretien que vous avez donné pour, je crois que c'était le clergé de Montréal, l'Église de Montréal. Ah oui. Où vous mentionnez un départ du christianisme. Comme vous étiez jeune, 18 ou 19 ans de mémoire, vous y êtes retourné 20, 21 ans, si je me rappelle bien. 24. 24, ah, d'accord, un bon 5 ans quand même. Ah oui. Et vous avez mentionné le film de Pasolini, de Pier Paolo Pasolini, L'Évangile selon Matthieu, et le livre de Simone Veil, La pesanteur et la grâce, que vous citez à plusieurs reprises dans vos autres œuvres, notamment le dernier, Les illusions dangereuses. Donc, ma question est tout simplement, qu'est-ce qui vous a forcé, ou du moins, qu'est-ce qui vous a mené à quitter le christianisme, le catholicisme en particulier, et pourquoi ces deux œuvres vous y ont ramené en grande partie? Mon père était un catholique québécois, c'était croix ou meurt. C'était la pratique comme ça, mais comme c'est un homme très cultivé, donc c'est un catholicisme, on parlait beaucoup de Claudel, de Peggy, il y avait quand même beaucoup de les poètes métaphysiques britanniques, enfin John Donne, George Herbert, des gens comme ça. Et donc au moins il y avait ça. Mais c'était une foi figée, à mon avis. Alors, c'était tu vas à la messe, tu discutes pas, tu vas à la messe, jusqu'à 18 ans. Après, j'ai dit merde. J'avais dit ça déjà à 15 ans, mais ça avait été tellement épouvantable que je suis rentré dans le chemin de la vertu pendant 3 ans. Puis après, j'ai dit, à 18 ans, je dis, va te faire foutre. Et puis après, je me suis désintéressé de la religion. Je me dis, ça y est, je ne vais plus à la messe et c'est fini. Comme j'étais pianiste aussi, il y avait par la musique classique, j'entendais beaucoup de cantates de Bach, les Passions sont Saint-Matthieu, sont Saint-Jean. Donc il y avait quand même un élément, et j'aimais beaucoup la musique chorale orthodoxe, donc j'étais pas trop loin du phénomène religieux. Et j'ai 24 ans, je vais à la Cinémathèque de Concordia à l'époque, et il y a ça, l'Évangile de Matthieu, selon Saint Matthieu. Bon, j'y vais. Pendant tout le film, je suis en train de sangloter, mais il a fallu que j'étais au fond de la salle, j'étais indécent. J'étais une madeleine, je ruisselais. Je ne comprends pas pourquoi. Depuis, j'ai vu ce film 6 fois, ce que je ne fais jamais, et chaque fois, c'est le robinet. J'ai eu la même expérience avec Les Chemins du Soleil de Zeffirelli sur la vie de Saint François d'Assise et de Sainte Claire d'Assise. C'était fort. Puis bon... j'ai séché mes larmes et j'ai continué à vivre. Et puis, j'ai vu que ça restait dans mon tréfonds. À l'âge de 20 ans, quelqu'un m'avait donné La pesanteur et la grâce de Simone Veil. Bon, je lisais un petit peu, des aphorismes. Bon, certains me frappaient, puis peu à peu. Puis là, j'ai fait une grosse dépression, je suis allé en thérapie. Et alors, quand vous allez mal, vous essayez de vous raccrocher à ce que vous avez, autrement dit, dans mon cas, ma culture. Et donc, le cinéma, je relis Simone Veil, etc. Ensuite, je vais entrer en psychanalyse. Et c'est pas un secret, j'en parle sans m'en vanter, mais je l'ai fait, voilà. Et il n'y a rien à faire. Tout me ramenait vers ma culture chrétienne de l'enfance. Tout me ramenait ce que je vivais, mes tourments, mes tristesses, mes blessures. Tout me ramenait à la croix. C'était comme si le vocabulaire que j'avais acquis, catholique, me servait de, comment dirais-je, de tremplin, de vocabulaire, de dictionnaire, si vous voulez, pour pouvoir signifier ce que je vivais en moi-même. Comme vous dites, tout vous ramenait au catholicisme. C'était les souffrances de la vie réelle qui vous ramenaient? Oui, tout à fait. Donc, j'étais très sensible à la souffrance. Quand je voyais les scènes de la Passion et tout ça, par sympathie. Mm-hmm. OK? Donc, j'ai compris que le catholicisme, ou le christianisme en général, mobilisait des notions qu'on ne voyait plus dans notre société. Alors, je trouve ça plutôt intéressant.
Mais je n'ai pas été à l'église pour autant, ça m'emmerdait. Puis je trouvais que les liturgies, d'abord, personne n'y comprend rien. Ceux qui y vont encore, ils y vont par habitude. Il y en a qui ont vraiment la foi, mais l'intelligence de la messe, on y va de façon automatique la plupart du temps. Le pauvre prêtre qui est débordé, qui est déprimé parce que plus personne ne croit dans le message. Beaucoup de prêtres n'ont pas de culture. Enfin bref, on assiste à une agonie qui n'en finit plus d'agonir ici. Ce qui est paradoxal, parce que historiquement au Québec, on accédait à la culture grâce à l'Église, surtout pour les plus pauvres ou les familles qui avaient moins de moyens, qui ne pouvaient pas envoyer leurs enfants dans les grandes universités. On les envoyait dans l'Église et on accédait à la culture de cette façon. Absolument. Et quand c'était des cours classiques, encore mieux. Exact, oui. Mais c'était pour the happy few. Mais l'Église a constitué souvent un ascenseur extraordinaire. Hein. Exact. Oui. Un garçon d'un fond de rang qui montrait des capacités exceptionnelles, mais les parents ne savaient même pas ce que c'était qu'une capacité exceptionnelle. Ben, le curé du coin leur dit « Tiens, votre fils, il est pas mal, etc. » Et donc, gratuitement, le gars grimpait très vite. Donc, je suis redevenu catholique. Et mon meilleur ami qui est décédé il s'appelait Agustí, il était catalan. Et pour lui, j'ai appris le catalan. Et m'a fait comprendre que j'étais un catholique traditionnel. Pas tradit au sens de la fraternité Saint-Pédis, par exemple, pas au sens de la messe en latin, pas au sens de ce qu'on appelle les trades, mais traditionnel au sens vraiment le plus profond du terme. Bon, il me parlait tout le temps de René Guénon, que j'ai lu. J'étais assez convaincu de ça. Et c'est un catholicisme médiéval. Un catholicisme pas très moral ou moralisateur, mais un catholicisme intégral, avec le sens de la totalité du cosmos. Si on revient à ce féminisme d'antan, qui parle de Gaïa, etc., je suis là-dedans. Sans être écolo politiquement. Mais je trouve que le catholicisme, c'est pas juste tout le monde doit être catholique, c'est pas ça, c'est tout moi. Quand saint Paul dit « je serai tout en tous », Dieu, ça sera la plénitude, il sera complètement en moi, mais en moi en communion avec tout le monde. Mais d'abord, tout en moi. Le catholone, c'est aussi la totalité de moi qui comprend le corps, le sexe, les ambiguïtés, l'intelligence, les souffrances. Ça fera un tout. Alors, quand on comprend le catholicisme comme ça, c'est drôlement plus excitant que quand on dit « je vais suivre ce que le pape raconte ». Alors, qu'il y ait une fidélité au pape, je suis d'accord avec ça. Qu'il y ait une fidélité envers le magistère, je suis d'accord. Quoique dans mon cas, avec mon genre de vie, je ne suis pas tout à fait dans les canons de l'Église. Mais je suis content qu'il y ait une institution qui se tienne droit et qui dise non ou oui, mais qui se tienne droit en Occident et dans le monde. Ça, oui. C'est d'ailleurs la seule institution maintenant qui ose dire non à nos sociétés gâtées. Oui, de plus en plus, malheureusement, je dirais. Absolument. Mais c'est vrai qu'on s'arrête trop souvent à l'institution, surtout au Québec, en ce qui a trait au catholicisme. Absolument. Ce que vous décrivez, c'est à la limite du mysticisme, ou presque. Comment dire? C'est peut-être quelque chose qui vous avez retrouvé dans le catholicisme, dans votre version du catholicisme, ou du moins les influences intellectuelles que vous avez vues. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la majorité des gens ne retrouvent pas ceci au sein du catholicisme, à l'Église directement, comme l'avez dit tantôt, avec des prêtres un peu désœuvrés. Oui, absolument. Presque à la limite de la dépression. Oui, tout à fait. Il y a un paysage déprimant. Moi, je préférais qu'on foute la hache là-dedans. Mais il y a aussi une chose au Québec qui est merveilleuse, c'est la foi populaire. Alors, les intellectuels ou les parvenus de l'intellectuel ici n'ont pas réussi encore à éradiquer cela. Le peuple, très souvent, reste allé à Saint-Joseph, allé à au Cas de la Madeleine, près de Trois-Rivières, allé à Saint-Antoine-du-Lac-Bouchette, allé à Québec, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça ne désemplit pas. Il y a beaucoup d'immigrants, mais il y a beaucoup de Québécois de souche qu'on dirait des gens un petit peu simples. C'est ça. Si jamais le Québec doit être sauvé, quand je dis sauvé, ça peut être également politiquement et historiquement. C'est ces gens-là. Ce n'est pas les élites. C'est ce bas peuple qui va porter cette société-là. Il est fidèle de façon obscure et un peu brute à certaines réalités, à certains fondements. Il manque le côté métapolitique à la politique québécoise. Vous l'avez mentionné dans un entretien, je crois, avec Mathieu Bocoté, d'ailleurs, de mémoire. Oui.
où vous vous situez plus au niveau métapolitique, surtout en ce qui a trait au Québec, mais bon, toute politique. Et vous avez souligné, à mon avis, très justement, qu'au Québec, la métapolitique est à peu près inexistante, ce qui fait que la politique est asséchée, appauvrie. La politique appliquée, là, je veux dire, ce qu'on entend dans les médias ou ce qui se passe à l'Assemblée nationale, le genre de discours qu'on a, le genre de vision qu'on a de notre société en est une très appauvrie pour la simple et unique raison que notre concept, notre savoir collectif métapolitique, ce qui veut dire qu'il est au-dessus de la politique et qui nourrit la politique appliquée, toutes les grandes idées, est à peu près inexistant au Québec. On n'est pas un peuple métaphysique. On a eu de grands mystiques pendant la Nouvelle-France, ça oui. Sauf que ça a été oublié. Nos penseurs nationalistes se fichent éperdument de la Nouvelle-France parce que ce n'est pas politisable. On y revient un peu, par contre. Un peu, oui. Oui, et j'ai fortement poussé là-dedans, évidemment. Mais on préfère commencer par un avortement. Alors là, ça c'est vraiment... Et là, ça permet d'activer la machine à geindre. Okay? Donc, c'est la conquête. Alors là, vraiment, 1763, des plaines d'Abraham, et ensuite le traité de Paris. Et là, on commence l'histoire. Et avant, c'était un genre de fond, comme fantasmatique un petit peu. Mais il y a eu des moments extraordinaires. Il y a eu des personnages. Enfin, Jeanne Lebert, c'est pas une crétine. Marie de l'Incarnation, Marguerite Diouville, enfin bref. Jeanne Mance et compagnie. Jeanne Mance, beaucoup de femmes d'ailleurs, là-dedans. Ça, c'est tout à fait vrai, hein? Et je coupe la parole, mais dernièrement, dans les dernières années, on avait justement célébré, je crois que c'est la ville de Montréal qui avait voulu organiser une célébration des femmes fondatrices de Montréal, notamment Jeanne Mance. Et on avait complètement mis de côté le fait que c'était des femmes profondément catholiques, mystiques à la limite, mais même carrément mystiques. Surtout, je me rappelle très bien que Jeanne Mance voulait recréer Jérusalem dans le Nouveau Monde. C'était un nouveau Jérusalem pour elle, Montréal. Et tout ça avait été mis de côté. On avait... Ridicule. Les 375 ans de la fondation de Montréal ont été fêtés. Pas un mot sur le projet mystique qui a duré de 1642 à 1663. Zéro total. On est vraiment libérés, hein? C'est du guignol. Oui, tout à fait. Et vous avez mentionné, très justement, encore une fois, c'est comme si l'histoire politique du Québec commençait avec la défaite des plaines d'Abraham. Oui. Et donc, aucune victoire, parce que depuis, c'est une série de défaites, certaines petites victoires, mais contextuelles, grosso modo, structurellement parlant, on passe d'une défaite à l'autre depuis la bataille des plaines d'Abraham. Et c'est tout de même bizarre qu'on ait choisi, j'ai l'impression, par nous-mêmes, de se définir par une défaite à l'origine, quand, en fait, comme vous dites, on a eu un siècle et demi au minimum de croissance spirituelle et d'expansion, j'ai envie de dire, métapolitique, si on pourrait dire. C'est certains éléments français et autres qui sont venus s'installer ici, des gens qui donnent une qualité incroyable. Quand vous dites métapolitique, on se dirait qu'en Europe, il y a la métapolitique. Il n'y en a pas plus là-bas non plus. Aujourd'hui, non. Mais à l'époque, peut-être. De Gaulle peut-être incarnait, oui. Mais depuis Sarkozy, surtout en France, c'est un boutiquier. Enfin, c'est incroyable. Bon, il a peut-être fait des bonnes choses, mais je trouve que la fonction présidentielle qui doit être transcendante, quel que soit le parti, a dégringolé avec Sarkozy, mais de façon absolument lamentable. Hollande et Macron, c'est guère mieux. Okay? C'est pas ces hommes-là qui sont comme ça, c'est l'époque qui s'aplatit, s'avachit tranquillement. Et je ne crois pas que la droite identitaire va renverser la vapeur. Elle va la renverser, mais au même niveau de dégénérescence. Et c'est là où je suis très traditionnel, au sens de René Guénon, c'est-à-dire qu'il y a des grands cycles historiques. On est en déclin, on est en décadence. C'est pas nécessairement moral, mais c'est une décadence la température métaphysique tombe. Et donc, la politique va être le gouvernement va devenir de la gouvernance, si vous voulez. Alors, on veille aux affaires publiques, aux affaires courantes, mais de grands projets, de grandes visions indexées sur une vision plus grande de l'humanité, j'en vois nulle part en Occident. Non, il y en a très peu. Non. C'est difficile de quantifier ce que vous appelez les cycles historiques. Là, c'est un sujet qui m'intéresse, qui m'obsède même ces temps-ci, je dirais. Et certaines lectures me font constater je veux dire, les conséquences, les symptômes de cette décadence, de ce déclin cyclique, particulièrement en ce qui a trait à l'Occident. Mais après, essayer d'en parler aux gens autour de vous qui voient tout comme étant un progrès linéaire inarrêtable.
c'est inaudible de un, ou du moins, on vous regarde d'un coin là, on vous dit, bon, c'est intéressant, mais on sait que tu as tort sans vraiment savoir pourquoi on aurait tort. Donc, il y a ce côté, j'ai envie de dire, frustrant pour la personne qui remarque, qui voit la décadence, le déclin, qui voit les symptômes de celle-ci, mais qui vit entouré de gens qui, eux, voient exactement le contraire. C'est exactement l'idée de Sodome et Gomorrhe. Quand Abraham négocie avec Dieu, c'est dans la Genèse, je pense, Dieu voit que ce sont des villes pécheresses. Et Sodome n'est pas nécessairement la ville des homosexuels, hein, parce que sodomie, Sodome, bon, c'est pas nécessairement ça. Et donc, Abraham dit, oui, mais s'il y a 50 justes qui craint Dieu, donc, est-ce que tu vas précipiter le feu divin pour te détruire? Dieu réfléchit, peut-être pas, à 50, non. Et le bon tapissier, le bon négociateur Abraham dit, et 40 et 30. Et là, il arrive tout le temps à convaincre Dieu. Et l'idée, c'est que quand on est presque isolé ou presque seul, et que vous n'avez pas la chaleur du groupe, mais vous avez la liberté, vous faites quoi avec cette liberté? Ça devient un fardeau? Vous devenez un clown? Prenez Pierre Falardeau, par exemple, qui était un bonhomme pour lequel j'avais un respect inouï. Mais il jouait au poète maudit, il jouait au vulgaire, il jouait au dégueulasse. Cinéaste québécois. Voilà, oui. Le Graton, tout ça. Et 140. Oui, et il y avait aussi 138, pardon. 38 ou 39. Ouais. 17 février ou 19 février. Exact. Ah, bref, ouais. Très beau film. Absolument. Avec des clairs-obscurs. On aurait dit du Caravage. De Pierre Falardeau, bravo. C'était un homme tellement douloureux, tellement tragique, mais dans un contexte jovialiste. On dit, c'est un grand timide. Peut-être, mais c'était un bonhomme qui portait une charge de lucidité telle qu'il a fui dans le côté Gainsbourg, vulgaire, cochon, etc. C'était une âme de premier ordre, un type d'une sensibilité, un grand polémiste aussi, hein, mais d'une sensibilité. C'est la question que vous posez. Alors, qu'est-ce que vous faites dans un monde où ce prototype ne rentre pas? Il vous faut, si vous n'avez pas l'extension horizontale, historique, sociale, amicale, voisinage, il vous la faut verticalement. Votre liberté, vous devez l'indexer impérativement sur le divin, ou sur les ancêtres, ou sur la racine, ou sur le... C'est ça l'autorité. Et verticale. Verticale. Il faut une verticalité. Le mot autorité vient du latin augere. Hannah Arendt a dit des mots extraordinaires dans la crise de la culture. C'est augere veut dire augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire augmenter? Ça veut dire augmenter le dépôt entamé par les ancêtres. L'Église catholique dit le dépôt de la foi. C'est un peu la même fonction. Vous augmentez par votre vie, vous êtes comme une stalagmite et vous apportez votre petite goutte sur les milliers de gouttes antérieures. Ça a donné autorité, autorisé, auteur. Donc, il faut avoir cette autorité. Cumulatif au travers des âges. Oui, absolument. Et vous vous réclamez, c'est ça l'ordination sacerdotale. L'ordination est une subordination. C'est-à-dire que vous entrez dans un ordre et vous êtes le prochain numéro dans un ordre qui vous soutient, vous retient, mais vous oriente. On parle de catholicisme. Oui. J'avais envie de vous poser la question, est-ce que ça vous a coûté professionnellement d'être, de mettre votre catholicisme de l'avant? Je ne sais pas. Ce qui m'a coûté, c'est mon premier bouquin sur le grand mensonge du féminisme. Ça, c'est très sûr. Professionnellement? Vous l'avez su? On vous l'a reproché? Non, c'est toujours mou. On est au Québec. Hein? Alors, il y avait deux possibilités quand le bouquin est sorti en 2007, des cris d'orfraie d'une semaine et après on enterre, ou l'ostracisme mou. C'était plutôt ça que les féministes ont choisi. J'avais des amis intellectuels qui étaient d'accord avec moi, mais je l'ai su plusieurs années après par la bande et de façon indirecte. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Alors quelqu'un de temps en temps, au fond d'une bibliothèque, venait me chuchoter à l'oreille qu'il avait trouvé mon bouquin merveilleux. Je dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit à l'époque? Je ne vous connaissais pas. Toutes sortes de faux fuyants. Donc ça, je crois que ça m'a coûté. Je ne suis pas non plus l'être le plus facile, le plus, comme dirais-je, passe-partout. Évidemment, dès que j'ai une conviction, je ne peux pas ne pas la dire.
Donc le catholicisme, ça m'ouvre pas davantage de portes sur les catholiques. Hein. Ah non? Il faut dire que les catholiques, en général, vont dans le sens du temps aussi. Hein. Oui, ils vont dans le sens du temps. Ils vont pas nécessairement à l'inverse du temps. Alors, ça me... comment vous dire? Il se trouve que je rigole quand je parle de catholicisme en même temps. On n'est pas habitué à rigoler du catholicisme ou avec le catholicisme. Alors, c'est des réflexes qui sont quand même curieux. Je ne suis pas catholique progressiste, loin de là. Je suis traditionnaliste, au sens de René Guénon, pas au sens tradi. Tout ça fait que je suis plutôt inclassable. C'est peut-être la rançon de la liberté. Et je ne me vante pas d'être libre. Je serais à la limite de m'en lamenter. Mais il y a un prêt à payer pour la liberté. Hein. Et comment, dis donc? Il faut savoir économiser de l'argent parce que on a peu d'alliés. On a peut-être j'ai des amis, mais j'ai pas d'alliés. Ah non. Beaucoup de gens, c'est l'inverse. Mais ça, j'ai des amis, mais j'ai pas d'alliés. C'est vrai que les gens vont souvent ne pas être en désaccord avec vous. Une autre façon de dire que, comme vous avez dit, ils vont vous dire secrètement, de façon cachée, qu'ils ont bien aimé ce que vous avez écrit. Oui. Mais de là à rester à côté de vous quand les flèches arrivent, ça peut-être pas. Non. Non, exact. Ça, vous serez seul à la recevoir. Mais j'ai pas eu beaucoup de flèches, mais c'est surtout des déviations, des inflexions, ah ben c'est intéressant, puis le CV il va à la poubelle. Oui, et on ne le sait jamais. On ne sait jamais pourquoi. C'est toujours dans une sorte de purée de poids. Puis à un moment donné, déjà que si la porte se ferme mollement, ben on ne va pas non plus se mettre martel en tête pour voir pourquoi, quelles sont les raisons et faire une thèse de doctorat. Exactement. On parle ici de catholicisme, mais j'aimerais passer à la condition moderne de l'homme. La masculinité en plus, si je peux dire, l'homme avec un grand H, mais l'homme comme l'être masculin aussi. Vous m'avez vous-même suggéré d'en parler. Oui. J'ai une question toute simple. Quelle est la condition de l'homme masculin, avec un H minuscule, au Québec? On parle de monsieur maintenant. On parle de monsieur, oui. Je dirais inexistante. Alors oui, l'analyse féministe qui dit que les avocats... Jusqu'en les années 60-70, c'était des hommes, les prêtres sont des hommes, l'économie c'était des hommes, le football c'était des hommes, le hockey c'était des hommes. Évidemment, oui, au sens formel, oui. Les femmes étaient reléguées à un rôle, c'était pas toujours très drôle, hein. Mère de famille, religieuse, infirmière, enseignante, ou fille de rue, enfin, c'était pas très, très, très drôle. L'homme avait beaucoup plus de possibilités, notamment dans les hautes sphères. Droit de vote aussi, donc tout ça a puissamment nourri une idéologie féministe. Et il fallait que les choses sautent, ça je ne discute pas. C'est au niveau de la parole, c'est que l'homme québécois, bon c'est occidental, mais dans mon premier bouquin, je me suis vraiment attardé à la castration de l'homme québécois par l'Église, par l'anglais et par l'épouse, la reine du foyer. Je dis qu'il y avait un trio un peu infernal. Il y avait le prêtre, madame et monsieur. Monsieur travaillait à Shop, très souvent aliéné, un patron anglo, parlant très mauvais français, sachant à moitié la lecture. Madame était plus instruite en général. Et il y avait monsieur le curé qui perlait donc bien. Et puis, le curé faisait la messe. C'était un homme en robe, il était sensible, il était beau, puis ci, puis ça. Dieu sait que les prêtres d'ici étaient surinvestis par leur mère, qui trouvait ça merveilleux d'avoir un fils prêtre. À l'époque, c'était prestigieux. Le fils détrônait souvent le père. Le fils était cultivé, il allait au séminaire, il faisait du latin, imaginez un petit peu, alors que le père était à Shop ou à Factory. Donc, vous avez, peu à peu, l'homme s'est tu. L'homme québécois, en général, ne verbalise pas. Les femmes verbalisent infiniment plus. Ça ne veut pas dire qu'elles disent des choses plus intelligentes. Est-ce que l'homme québécois a déjà été loquace? Parce que vous avez dit « il s'est tu ». Oui. Je pense que la défaite n'a pas, ou la conquête, selon le point de vue, n'a pas aidé. Je crois que la Nouvelle-France, d'abord, on était plus conquérants, on était plus... Vous savez, quand un peuple est défait, mollement dans le cas du Canada français, hein, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de goulag, on n'est pas à Gaza ici, hein, c'est pas, on n'est pas, ou dans les camps de concentration, que sais-je, on n'est pas en Sibérie.
Mais quand un peuple est défait, la première armée qui est défaite, c'est l'armée masculine. L'armée féminine qui reste à la maison... S'attache au vainqueur, souvent. Et s'attache au vainqueur, très souvent. Mais c'est aussi l'armée... Regardez les Noirs américains. Je veux dire, à part le football, le jazz ou le basketball, ou la religion, le baptisme, ben les hommes noirs, ils finissaient en prison ou chauffeurs de taxi. La famille reposait sur, et encore maintenant, sur la mère, idem au Québec, avec l'aval du curé. Finalement, le curé était presque le mari idéal de madame. Le père, l'engrossait puis apportait la paye quand il la buvait pas. OK? Donc, tout ça, ça a donné des modèles paternels un petit peu bancals pour les fils. Quel est le rôle du père aujourd'hui? Aujourd'hui? Oui. Oh là là. Je pose la question en tant que jeune père. Mon enfant est en jeune âge, mais oui, en bas âge. On veut être grand frère plutôt que père, parce que le signifiant paternel est tellement difficile. Le père, c'est quoi? Enfin, c'est qui plutôt? La fonction du père est de séparer l'enfant de la mère graduellement. La mère porte l'enfant. La nature le veut comme ça. Hein? Et la culture va habiller cela de signifiant culturel. Mais le rôle du père, c'est que lui... il a très peu participé à la conception de l'enfant. Ça a duré quelques secondes, sans plus. Mais c'est lui qui, peu à peu, une fois l'enfant né, va montrer que le monde ne se réduit pas à maman. Le monde, il y a maman, mais il y a aussi papa. Mais papa, c'est l'étranger. C'est inquiétant. La mère, c'est souvent l'amour, pur, si je peux dire. C'est l'amour pur et inconditionnel. Et la Vierge Marie rentre là-dedans et ça devient un petit peu compliqué. Mais le père, c'est le monde réel. C'est le monde réel, le père, et c'est le monde... C'est pas le monde idéal, c'est le monde réel, donc un peu décevant. Combien d'hommes ici, de prêtres notamment, ont vécu dans l'idéal déjà de leur mère, mais en plus tout l'idéal catholique rose bonbon du 19e siècle. On a eu un catholicisme pastel absolument étouffant. Je veux dire, avec de très bonnes réalisations, je veux dire, les missions étrangères, on a fait beaucoup de bonnes choses aussi. Mais, je veux dire, pour le père, je veux dire, on avait un catholicisme bleu poudre, rose bonbon, joli, très moralisateur. Pour un homme, c'est pas... on préfère aller boire à la taverne, c'était plus amusant. Et puis on se retrouvait entre hommes en plus. Autrement, c'était une atmosphère absolument de dentelle, enfin de goupillon. Ouais, surtout à une époque où tout le monde était marié. Hein. Oui, ça permet un échappement de... Sauf que la parole paternelle était kidnappée, si vous voulez, par la parole sacerdotale. Mais on dirait que la parole paternelle n'est pas libérée aujourd'hui. Elle s'est tuée encore plus, j'ai l'impression. On parlait de verticalité tantôt, que le père peut représenter, mais je crois que le père québécois moyen, peut-être occidental dans son ensemble, aujourd'hui, abandonner toute verticalité lui-même. J'ai entendu souvent, pour en avoir discuté avec certains amis, dire que certains enfants ont deux mères, en voulant dire que le père joue le rôle de la mère sans le savoir. Parce que l'enfant, c'est l'amour. L'amour. Or, le père, c'est le tragique aussi. Le père, c'est le nom. Jacques Lacan avait ce mot extraordinaire, le nom du père, c'est le N-O-N, le N-O-M et le nom du père. Bon, c'est du Lacan, tout ça. Mais quand vous parlez du nom N-O-M, je crois que ça vaut la peine de parler... pas d'hérédité ici, mais de filiation, dans le sens où on passe notre nom à la prochaine génération. Et c'est une transcendance. Aujourd'hui, exactement, mais c'est un discours à peu près maintenant qui a disparu entièrement, dans le sens où plus personne ne dit « je dois avoir des enfants pour passer mon nom ». Tandis qu'à l'époque, c'était la norme. On voulait des enfants pour les liens du sang, pour préserver les liens du sang. Aujourd'hui, qui dirait ça? Je veux bien croire qu'à l'époque, transmettre le nom était important. Il y a eu beaucoup de carences affectives. Là, maintenant, les hommes rattrapent le temps perdu. OK. Mais ça veut pas dire qu'il faille embrasser le monde maternel à 100%. Je veux dire, que les hommes puissent pleurer, que les hommes puissent serrer leurs enfants dans les bras, que les hommes puissent les porter, leur donner le biberon, tout ça, je suis tout à fait d'accord. Mais au niveau de la fonction, c'est une autre histoire. Le rôle est interchangeable. L'homme peut changer les couches, l'homme peut laver le bébé, l'homme peut l'aimer, l'homme peut le bichonner, l'embrasser, etc. Oui, comme la mère, le père ou la mère. Mais la mère porte l'enfant, elle a un lien autrement plus fort avec l'enfant au début.
L'homme doit trouver un autre lien. Or, ce lien n'est pas que physique, il est culturel, il est spirituel, il est transcendantal. Mm-hmm. Je ne veux pas dire que les femmes sont condamnées à grouiller dans l'immanence. C'est pas ça. Mais je veux dire qu'il y a une fonction paternelle. Je suis l'autre de la mère. La mère toute aimante peut aussi se transformer en trou noir où elle aspire son fils ou sa fille dans une espèce de monde fermé où justement le fils ou la fille ne peuvent s'en sortir comme un trou noir. Et le père doit jouer le rôle peut-être désagréable de celui qui dit le monde est brutal, le monde est violent même, mais tu dois y accéder au monde réel, tu dois sortir de la sphère d'influence maternelle tôt ou tard pour t'accomplir pleinement. Et tu dois devenir adulte. Exact, oui, c'est le passage à l'adulte. Or, le Québec est une société adolescente. On résume très bien là le problème de l'absence de père. On est adolescent. Avec Ottawa, on est adolescent, on geint, on grignote, on pleure, on proteste, etc. Mais alors, si on veut vraiment se séparer d'Ottawa, c'est pas en nous. Mais que comme dit l'épître à Jacques, de Saint Jacques, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais c'est celui dans le peut-être. Ouais. Et on finasse, on le voit, puis on avance, on recule. François Legault, c'est le prototype. Oui, j'allais dire, on va terminer là-dessus, mais pendant la pandémie, quand François Legault fait ses allocutions à la population, en plein confinement, j'ai fait la remarque plusieurs fois à ma conjointe en lui disant, il nous parle comme si on était des enfants. C'est infantilisant, le ton, les mots, la façon avec laquelle François Legault nous parlait, et même ses acolytes, directeur Christian Dubé et Arruda. Arruda, c'était peut-être le pire. Leur façon de nous parler, j'avais envie de dire, mais est-ce que je suis au primaire? Je suis un homme dans la trentaine, j'ai pas besoin qu'on me parle comme ça. Dis-moi la vérité, dis-moi les choses clairement, sans trop de frou-frou. Et je l'apprécie, mais je trouve ça insultant. Une fois, il y avait une phrase d'Arruda ou Legault, je pense, mais qui était absolument une pièce d'anthologie. Je vous la dis un peu n'importe comment, mais c'est l'esprit qui compte. Je pense qu'il faudrait peut-être un jour envisager la possibilité d'entrevoir accouche, oui ou non. Et c'était toujours oui, non, peut-être, mais je crois que j'avance et je recule. Enfin, c'était tellement vague, mais dit avec un ton, une conviction, je pense qu'il faudrait peut-être, etc. Rien dire avec conviction. Oui, rien dire avec conviction. Merde. Jean-Philippe Trottier, mot de la fin? Le mot de la fin, écoutez, joyeux Noël, bonne année. Joyeux Noël à tous. J'imagine que les Illusions dangereuses sont disponibles dans toute librairie, Renaud-Bré, librairie indépendante. J'imagine que oui. Leslibraires.ca. Je l'espère, en tout cas, sinon sur Amazon. Là, voilà. Et puis, je précise, c'est quand même préfacé par Rémi Brague. Ah oui, très belle préface. Quand je l'ai eu, j'étais très Une connaissance personnelle? Je l'avais déjà interviewé à la radio une fois, on s'était rencontrés parce qu'il avait reçu mon 3e bouquin, lui préfacé par Charles Taylor, qui m'a valu un grand silence dans les milieux nationalistes, parce que c'est monsieur commodement raisonnable. Oui, mais pour les catholiques, c'est quand même un grand nom. C'est la profondeur divine de l'âme, si je me trompe. De l'existence. De l'existence, oui. Voilà, oui, chez Mediapol. Oui, là, c'est Rémi Braque cette fois-ci. Oui, ça se trouve un peu partout. Tapez Internet, mon nom ou Les Illusions dangereuses Trottier. J'ai un tas d'entrevues, notamment en France, j'ai eu beaucoup d'entrevues. Oui, j'ai vu. Qui se trouve sur YouTube, que je recommande fortement, très intéressante. J'ai même eu 5 pages d'entrevues dans la revue Valeurs actuelles. Valeurs actuelles, oui. Tout à fait. La dangereuse revue qui défend les milliardaires. Ah oui, c'est sûr. Comment dire, Radio VM, donc chaque midi, question d'actualité. Midi et quart, oui. Midi et quart, et finalement, en dialogue. Alors, c'est à 12h30 le vendredi, en rediffusion le samedi à l'aube, enfin à 1h30 du matin, je pense, et le mardi soir à 21h30. Question d'actualité tous les jours, donc du lundi au vendredi à 12h15, en rediffusion à 17h, à 5h l'après-midi. Donc, écoutez, Jean-Philippe Trottier, merci beaucoup. Merci Philippe Labrec.